Bonjour à tous. Oui, je vais essayer de nous réchauffer un peu. Déjà, je voudrais remercier le comité d'organisation du Puy de la Recherche d'avoir accepté ma proposition de communication. Je voulais essayer d'intégrer l'archéologie. D'intégrer l'archéologie donc à cette journée. Et donc moi, je vais vous parler des exemples d'interaction à l'origine du développement et du perfectionnement de l'hypocaste romain. Et donc parmi les prouesses architecturales de l'Empire romain, parmi les monuments les plus marquants, on retrouve les thermes, qui sont plutôt largement connus du grand public. Et donc, cependant, si on est nombreux à connaître la manière dont fonctionnent les différentes salles des thermes, on ne sait pas vraiment comment c'est chauffé. Et donc, c'est grâce à l'hypocaste que les différentes salles des pièces thermales sont chauffées. Donc, les hypocastes, ce sont si on voit ma souris, les petites pilettes là que vous voyez dans les différentes pièces des thermes, ce sont des hypocastes. L'hypocaste, c'est un système qui apparaît entre la fin du IIe et le début du 1er siècle avant notre ère, en Italie romaine, et qui fonctionne selon la même logique qu'une cave. Donc, sous la pièce à chauffer, vous avez un espace vide qu'on appelle la chambre de chaleur. Et dans cette chambre de chaleur, on retrouve un ensemble de pilettes, comme on a sur le schéma, qui viennent soutenir du coup le sol de la pièce à chauffer. Ces pilettes, elles peuvent être rondes, carrées, rectangulaires, et elles peuvent être construites en terre cuite. Donc, comme c'est le cas sur cet exemple donc, de l'hypocaste en terre cuite de la maison au Grand Péristique à Vieux-la-Romaine dans le Calvados. Donc, on voit bien les petites briques en terre cuite qui constituent les pilettes et qui sont liées les unes entre elles avec du mortier pour construire les pilettes. Elles peuvent être aussi en pierre, donc, comme c'est le cas sur cette hypocaste en pierre, donc en granit en l'occurrence, de la villa du Champ du Palais, donc à Buja. Et dans certains cas, les pilettes, elles peuvent être simplement remplacées par des canaux. Donc là, on a un exemple rue romaine, donc on en voit, et il y a aussi une affiche dans les couloirs de la MSH pour une communication qui a lieu demain et après-demain, où on a aussi un exemple d'hypocaste à canaux. Donc, l'air chaud en provenance d'un foyer, qu'on appelle le praefurnum, qui est situé soit dans les murs de fondation, soit dans une pièce attenante. Il circule entre les pilettes ou dans les canaux et il vient chauffer le sol suspendu qu'on appelle la suspensura. Donc la suspensura, elle est composée de dalles, on a ici, et d'un mortier sur lequel on vient poser un béton. Donc on le voit bien sur cette photo-là, on voit bien les dalles de suspensura et le mortier sur lequel on vient poser le béton. Donc ces dalles, elles peuvent être aussi en terre cuite ou en pierre. Donc une fois que l'air chaud il a circulé entre ces pilettes ou dans les canaux, il s'évacue soit par des cheminées qui sont généralement à l'opposé du praefurnum, soit par des conduits qu'on trouve dans les murs, là, qu'on appelle des tubuli, et qui permet aussi un chauffage par le mur. Donc dans le cadre de l'hypocaste, le chauffage il se fait aussi bien par le sol que par le mur. Donc il n'y a pas de forme type de l'hypocaste. Les pilettes, elles peuvent être vraiment de différentes tailles, espacées différemment, mais la structure est globalement la même dans tous les hypocastes qu'on rencontre. Dès le 1er siècle de notre ère, l'hypocaste il est progressivement adapté à un usage domestique, donc on ne le retrouve plus seulement dans les thermes, on le retrouve aussi dans les demeures privées, et c'est de cet usage domestique-là que j'étudie dans ma thèse, puisque je m'intéresse au système de chauffage domestique en Gaule et dans les régions limitrophes. Donc pas seulement l'hypocaste, aussi les foyers, tout ça, mais aujourd'hui je vais parler que de l'hypocaste. Donc je le disais, il a été initialement développé dans les thermes italiens, dont l'exemple le plus connu c'est celui des thermes de Stabi à Pompéi, c'est le plus ancien. Et il s'est diffusé à travers tout l'Empire romain, donc c'est-à-dire qu'on le retrouve aussi bien ce système dans les provinces bretonnes que dans les régions asiatiques. Comme je sais qu'on n'a pas tous une idée de à quoi ressemble l'Empire romain en tête, voilà l'étendue de l'Empire romain à la mort d'Adrien, donc en 138 de notre ère. Et donc on remarque qu'on a vraiment un empire très vaste et on a vraiment des hypocastes partout dans cet empire-là. Mais du coup, la question maintenant, c'est de savoir comment un système aussi sophistiqué a-t-il pu se propager dans un empire si vaste et multilingue. Et également, bien qu'on sache que la structure de base du système est la même, on observe, je l'ai dit, dans certaines régions des différences. Et à quoi sont-elles dues ?
Donc d'abord, je vais m'intéresser aux interactions humaines à l'origine de la diffusion de l'hypocaustes. Donc notre connaissance de l'hypocauste, elle repose principalement bien sûr sur les fouilles archéologiques, mais également on a un certain nombre de témoignages écrits grâce à des architectes latins qui ont pris le soin dans leurs préceptes de décrire ce à quoi devait, et j'insiste sur le devait, ressembler l'hypocauste. Donc le plus important d'entre eux, c'est le De Architectura de Vitruve, donc, que vous avez là, qui est écrit au 1er siècle de notre ère, soit 2 siècles et demi après l'invention potentielle de l'hypocauste. Donc on est vraiment très tard en fait, après la diffusion déjà de l'hypocauste. Donc c'est à une époque où l'hypocauste il est déjà bien répandu et bien établi. C'est coupé. Donc je vous ai mis un extrait de ce De Architectura là, où on retrouve les éléments que je vous ai présentés en introduction. Donc les sols suspendus des pièces chaudes, donc les suspensurae qu'on a en version latine. Caldorium, donc ça veut dire chaud. Caldorium, c'est une pièce chaude dans le terme, le caldorium. Et après, on détaille vraiment la taille, la taille supposée des différents éléments. Donc des briques d'1,5 pied, ça fait environ 40 cm pour le sol de la chambre de chaleur. Il recommande que ce sol il soit incliné en direction du praefornium. Donc ça se vérifie uniquement pour les thermes. Dans le cadre d'un chauffage domestique, il n'y a pas d'inclinaison. Je ne sais pas pourquoi, encore, on n'a pas cette inclinaison-là, mais elle n'existe pas. Il recommande que les pilettes soient construites avec des piquettes de 8 pouces, donc ça fait environ 24 cm de côté, et qu'elles fassent 60 cm de hauteur. De la même taille que les dalles de suspensura qui doivent aussi faire 60 cm de côté. Donc ce sont des préceptes qui en réalité se vérifient très peu sur le terrain. On a une prise totale de liberté pour la construction de tous les éléments d'hypocauste, sauf pour les dalles de suspensura qui, peu importe où on se trouve dans l'Empire, font 60 cm de côté. Une ouverture de réflexion que je dois approfondir dans mes recherches. Donc l'ouvrage il est rédigé en latin, qui est la langue officielle de l'Empire, mais ça soulève toutefois la question de l'accès à ces préceptes-là, puisqu'il est difficile d'évaluer le taux d'alphabétisation dans les provinces, et même si les architectes locaux savaient lire, il y en a dit qu'ils savaient lire le latin. Les Romains, ils n'ont jamais imposé le latin dans les provinces, ça s'est plutôt mélangé aux langues déjà existantes pour créer une langue vernaculaire qui mélange latin et langue locale. Donc, il est peu probable que les architectes locaux ils aient lu eux-mêmes ces préceptes-là. Donc, selon Erika Brauner, dans son article Klimatechnik in Römischen Bauten, la diffusion des systèmes de chauffage par hypocauste, elle aurait plutôt été permise grâce à l'envoi d'experts depuis Rome vers les provinces. Donc ces architectes, dans la même dynamique que les maîtres peintres de la Renaissance, ils auraient voyagé dans l'Empire et ils auraient formé sur place des maçons aux normes architecturales de l'Empire pour qu'ils puissent eux-mêmes diffuser à leur tour les normes architecturales de construction de l'hypocauste. Donc on a une interaction qui se fait entre architectes romains et locaux, mais aussi une formation d'une main-d'œuvre régionale, puisqu'il fallait former certes les maçons, mais aussi les tuiliers, les potiers et les tailleurs de pierre pour constituer les pilettes notamment, ou les canaux. Par exemple, les dalles, les briques qui constituent les pilettes, elles doivent être produites en grande quantité et dans la même taille. Donc c'était quelque chose qui devait se faire immédiatement et rapidement. Et selon Alain Verdière, on avait probablement à proximité immédiate des chantiers, notamment les villae. Donc une villa, c'est une grande exploitation agricole sur l'Empire romain qui est exploitée par des riches entrepreneurs. C'est quelque chose de très grand dans lequel on retrouve généralement tout le confort qu'on retrouve dans les villes, dont des thermes privés. Et c'est pour ça qu'à proximité immédiate des chantiers, on avait des fours de potiers pour pouvoir produire sur place les éléments qu'il fallait pour la construction de la villa en général, et en particulier donc des éléments structurant l'hypocauste. Donc lorsque la pierre était préférée à la terre cuite ou qu'on choisissait les canaux, il fallait également qu'il y ait des tailleurs de pierre, puisque, encore une fois, il faut que chaque élément soit globalement formé pareil.
Donc en résumé, la construction des hypocostes, elle nécessitait une collaboration constante entre les différents corps de métier, qu'ils soient formés ou non aux normes architecturales de l'Empire. Les compétences requises tant pour l'édification du système global que pour la fabrication des éléments structurants ont permis un échange technique essentiel entre architectes romains et locaux. Et si les interactions humaines ont joué un rôle important dans la diffusion de ce système-là, l'adaptation des systèmes aux contraintes locales, tant environnementales que culturelles, a joué également un rôle dans leur évolution et dans leur implantation. Et c'est donc que je vais parler dans une seconde partie. Donc les interactions homme-milieu, adaptation de construction des hypocostes à des environnements particuliers. Donc selon Erika Bronner encore, l'invention du chauffage par hypocoste, c'est le résultat d'une évolution progressive, fruit de l'adaptation des techniciens et des architectes aux conditions environnementales changeantes de l'Empire romain. Donc pour elle, cette évolution, elle reflète un apprentissage empirique où les structures de chauffage ont été modifiées selon les réalités locales. Donc par exemple, en Italie centrale, on n'a pratiquement pas en fait, de témoignages de l'existence d'hypocostes qui sont utilisés pour chauffer des pièces de vie. À Pompéi ou Herculanum, qui sont les premières villes fouillées, on n'a pas de traces de ça. En réalité, les hypocostes, ils se diffusent dans les pièces de vie qu'à partir du moment où l'Italie va étendre son empire et être confrontée à de nouvelles réalités environnementales. En Grande-Bretagne, il ne fait pas la même température qu'en Italie centrale, dans la baie de Naples, par exemple. Donc c'est vraiment quand on va être confronté à des nouvelles réalités environnementales qu'on va avoir cette diffusion-là et le changement de fonction principale de l'hypocoste. C'est aussi des lieux où les méthodes de chauffage traditionnelles, elles n'étaient peut-être pas suffisantes pour répondre aux contraintes environnementales. Donc, ce système permettait un chauffage plus durable et une meilleure répartition de la chaleur dans la pièce. Il offrait également un meilleur confort, puisque généralement on se sent bien quand la pièce elle est autour d'une vingtaine de degrés. Et il faut aussi que les parois soient chaudes. Si vous vous collez à un mur qui est froid, même s'il fait bon dans la pièce, vous aurez forcément froid. Donc il fallait vraiment que l'ensemble de la pièce soit à une et l'ensemble des parois soit vraiment à une température d'environ 20 degrés. Peut-être un peu moins pour l'époque antique. Ensuite, contrairement aux foyers, aux cheminées ou aux brasseros, donc des foyers portatifs, qui libèrent des fumées et des vapeurs qui peuvent être toxiques, l'hypocoste, il a l'avantage de positionner le foyer en dehors de la pièce. Donc on n'a plus ces risques non plus pour la santé et qui pouvaient également détériorer l'intérieur de la pièce. Donc c'est un système qui s'est avéré particulièrement efficace dans les régions plus froides où les systèmes de chauffage traditionnels ne fonctionnaient pas. Mais c'est un système qui a un coût élevé, tant dans la construction que dans l'utilisation. Et c'est pourquoi il a été réservé à une certaine élite et pas accessible à tous. Ensuite, comme je l'ai déjà mentionné, la pierre ou les canaux ont parfois remplacé la terre cuite. Or, dans les sources latines qu'on a, on ne mentionne pas la possibilité d'utiliser ces matériaux-là. On recommande uniquement l'utilisation de la terre cuite. Ce qui fait que dans les fouilles archéologiques des années jusqu'aux années 70, quand on trouvait des hypocostes qui étaient construits avec ces matériaux-là, on parlait un peu d'anomalie. C'était pas normal, il y avait une volonté probable d'économiser. On a présenté ça comme des solutions ponctuelles, liées à un déterminisme régional et potentiellement moins efficaces que la terre cuite. Donc, en réalité, c'est plutôt l'utilisation de telle ou telle pierre qui est liée à un déterminisme régional. Donc, par exemple, en Haute-Corrèze, où se trouve Buja, on a des sols qui sont riches en arène granitique. Donc, forcément, on va utiliser le granit comme pierre pour construire le système. Mais ce n'est pas uniquement lié à un déterminisme régional qu'on se tourne vers la pierre, puisque donc, pour mon mémoire de recherche, j'avais effectué des simulations en mécanique des fluides. Et le granit s'était avéré plus résistant et plus conducteur en chauffage, donc potentiellement plus efficace que la terre cuite. Donc, et puis extraire cette pierre-là des arènes granitiques corréziennes, c'est quelque chose qui demande du temps et beaucoup d'argent, puisqu'il faut exploiter des carrières. Donc non, l'utilisation de la pierre ne peut pas être uniquement liée à une volonté d'économiser, mais plutôt à une connaissance une connaissance sur les particularités thermiques des matériaux, dont on n'a malheureusement pas de traces écrites, on ne sait pas comment ils savaient ça, mais on sait qu'ils le savaient, et qu'ils ont donc exploité ces particularités régionales-là pour améliorer un système déjà très performant
mais qui vont le rendre encore plus performant pour s'adapter aux contraintes régionales. Donc pour conclure, l'Hippocos il illustre non seulement l'ingéniosité des ingénieurs romains, mais aussi leur capacité à adapter leurs innovations aux réalités régionales de l'Empire. Sa diffusion à travers des territoires larges, elle a été aussi facilitée grâce aux interactions humaines, à la fois entre les experts venus de Rome et les maçons locaux, mais également par une compréhension fine des ressources et des contraintes environnementales locales. Loin d'être figé, ce système de chauffage il a évolué, il s'est adapté selon les besoins spécifiques des régions où il était implanté, témoignant alors de la flexibilité et de la sophistication des savoirs techniques romains. Ces adaptations elles sont le fruit d'une véritable coopération entre l'homme et son milieu, et elles démontrent que l'Hippocos, au-delà d'être une simple innovation technique, elle est aussi le reflet d'une culture qui savait s'adapter à son milieu pour améliorer son confort et son bien-être. Je vous remercie pour votre attention.